Donc, on va commencer aujourd'hui en parlant de notre examen intra. Donc, l'examen intra est d'une durée de 2 heures le 9 juin. C'est un examen synchrone. Donc, si on regarde ici dans le plan de cours, notre gentille école nous oblige de faire en sorte que ça soit un examen en synchrone. Au moins, il ne force pas que ça soit en présentiel pour l'instant, pour l'examen intra. Donc, ensuite, on a donc un examen de 2 heures qui vaut 15% de la note finale. Ici, un rappel important, c'est que le cours est à double seuil. Ce que ça implique, ça, c'est que il faut avoir une note de passage autant. Il faut avoir une note de passage sur les examens individuels, donc les 2 examens intra et le final, pour être capable de passer le cours. Donc, faire attention à ça. Il faut bien scorer à l'examen pour être capable de passer le cours. Fait que le principe de l'examen, c'est un examen d'une durée de 2 heures. Donc, durant ces 2 heures-là, vous allez avoir une série d'énoncés de questions qui vont ressembler, qui vont avoir la forme des différents exercices qu'on fait en cours. OK? Donc, les différents exercices qu'on fait en cours, c'est exactement les mêmes genres de présentation de questions qui va vous être demandé à l'examen intra. Donc, on va vous demander d'écrire une fonction, d'écrire un script qui reçoit, qui saisit des choses, qui va faire des calculs, puis qui va nous retourner, qui va nous afficher quelque chose. Puis là, c'est à vous d'écrire le programme, le script, la fonction qui va répondre à cette demande-là. Une fois que vous allez avoir terminé les différentes questions, vous allez pouvoir faire un archive, un zip de vos différents éléments et les remettre sur le site pour la remise. Donc, le principe, c'est qu'il va y avoir une section qui va être là, qui va être rajoutée ici là, pour l'examen, puis c'est là qu'il va y avoir l'énoncé et qui va avoir aussi la boîte de remise. Donc, en ayant seulement 2 heures pour faire l'examen, il y a certaines considérations qui ne sont pas les mêmes que durant l'évaluation de votre travail pratique. Particulièrement, tout ce qui en échappe de la lisibilité du code. Donc, tout ce qui est commentaire, on n'a pas besoin de ça. En tête de fonction, on n'a pas besoin de ça. Les variables significatives, ok, bon, tu peux quand même essayer de les mettre, là, mais s'ils ne sont pas là, tu ne vas pas perdre de points. Même principe pour l'indentation, quoique tu peux faire CTRL-A pour tout sélectionner, CTRL-I pour indenter, là, ça va faciliter les choses, mais le principe c'est que les points de lisibilité ne seront pas appliqués, okay? Les normes de lisibilité ne seront pas appliquées dans le programme, seulement la fonctionnalité de votre programme est évaluée. Donc c'est vraiment juste de répondre aux différentes questions. Pour nous aider, j'ai fait un examen de révision. Ben, en fait, c'est pas un examen de révision, là, c'est une révision, donc c'est pas comme un ancien examen ou quoi que ce soit, parce que c'est pas mal plus long que l'examen qui va avoir lieu. Fait que le principe de ce document-là, donc vous l'avez soit en PDF si vous voulez l'imprimer, ou sinon en document pour que vous puissiez le consulter manuellement. Donc, pour cette révision-là, vous avez une question, OK? Et pour chaque question, il va y avoir la solution par la suite. Donc, moi, ce que je vous conseille fortement, c'est de prendre ça comme des exercices, d'aller regarder la question, d'essayer de la compléter, puis s'il y a des problèmes, vous devez ensuite répondre avec, aller regarder le résultat. Donc, ici, vous allez voir qu'il y a comme une dizaine de questions, là, OK? Il y en a 2 ou 3, OK, ou 2 ou 3 questions générales, peut-être 1 ou 2 sous-questions. Le principe, c'est qu'il y a plus d'éléments dans la révision qu'il va en avoir dans l'examen intra.
le but de cette révision-là, c'est vraiment de voir la panoplie des différentes questions possibles, puis aussi de s'habituer à la forme des questions pour être certain que vous allez être prête durant l'examen intra à bien performer. J'ai une question de Abderraham. Habituellement, si tu as bien réussi la révision, c'est effectivement que tu es prête à l'examen. Ici, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est, puis on faisait ça chaque semaine aussi quand on faisait les exercices, c'est de bien vous pratiquer à aller chercher les éléments clés des différentes questions. Donc, ici, on demande d'écrire un script. Ah ben là, d'écrire un script, c'est pas la même chose que d'écrire une fonction. Il y a comme différentes idées qui marchent derrière ça. Après ça, on parle de saisir des éléments, on parle d'afficher des choses. Donc ça, ici, c'est des mots-clés qu'il faut reconnaître. Quand on reçoit des éléments, hein, ça parle des paramètres d'entrée d'une fonction. Quand on parle de retourner quelque chose, hein, encore une fois, c'est des éléments qui doivent être utilisés directement dans la question pour s'assurer que tout est beau. Alright. Ben oui. Quand on retourne quelque chose, ça va être en utilisant la variable de retour. Il n'y a pas d'affichage. Le fprintf est habituellement relié à de l'affichage. Donc, les retours, c'est un élément qui est utilisé avec les variables de retour des fonctions. Excellent. Donc, ça, c'est en ligne dès maintenant. C'est à vous de décider quand est-ce que vous voulez aller travailler avec ça. J'ai une question de Loïc. Oui. Oui, c'est à livre ouvert. La seule chose dont vous n'avez pas le droit, c'est une autre personne. L'examen se fait de manière synchrone. Donc, si vous avez été habitué dans les dernières sessions, c'est le même principe. Donc, il faut que tout le monde soit là, il faut que les caméras soient ouvertes. Puis au début, on va prendre une gentille photo de votre carte étudiante pour assurer votre personne devant l'ordinateur. Donc, soyez prête d'avoir vos caméras ouvertes pour l'examen durant sa passation. Je pense que ça fait pas pire le tour. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à l'examen intra avant qu'on se lance? Ah oui, bon point Hugo, bien pensé, bonne question. C'est quoi qu'il y a dans l'examen? C'est quoi la matière? Hein? Donc, ça va traiter de tous les éléments qu'on a vus jusqu'à maintenant. Ça veut dire que les éléments qu'on regarde cette semaine ne seront pas dans l'examen. OK? Donc, on peut s'attendre à avoir quoi donc? Donc, tous les principes fondamentaux des scripts, des saisies, de l'affichage, OK? Bon, des conditionnels, l'utilisation de variables, l'utilisation de boucles, l'utilisation de fonctions, la création de fonctions, l'utilisation de validation, des tableaux de une dimension et des chaînes à l'intérieur des différentes questions. Donc, c'est tout ce qui est dans les possibilités. En ayant juste 2-3 questions, c'est certain qu'il y a certains éléments qui vont être plus mis en valeur ou pas. Il n'y aura pas des questions sur toutes, mais ça va être le bassin de matière qui va être utilisé. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui avec les matrices, les tableaux de 2 ou plusieurs dimensions, ne sera pas à l'examen intra 1. Ça va être utilisé, en fait, comme matière pour notre deuxième examen intra. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à comment va se dérouler l'examen? Ou est-ce qu'on est conscient, compréhensif, bien préparé à comment va se passer l'examen? Oui. Oui, exactement. C'est seulement les cours 1 à 5 qui est la matière qui va être utilisée dans l'examen intra 1.
Super. Donc, on va se lancer dans notre deuxième bloc de la journée, qui va être le principe de matrice. Dans les autres choses, y a-t-il d'autres choses administratives à parler? Donc, on est en train de terminer le premier travail pratique, comme je l'ai dit, dans notre horaire du temps. On le remet, nous autres, avant le 8, puis le 9, on a l'examen. Le 14, on va avoir la correction ensemble de ce travail pratique-là. Donc, ce lundi, durant notre période de laboratoire, je vais ouvrir une nouvelle activité qui va vous permettre de prendre rendez-vous, OK? Pour qu'on aille une période ensemble pour corriger votre travail pratique 1. Durant la période de lundi, je vais aussi vous fournir des tests que vous allez pouvoir rouler sur votre code pour vous assurer de la fonctionnalité de celui-ci. Donc, ça va vous dire d'avance combien est-ce que la fonctionnalité répond aux demandes du cours. Donc, ces tests-là, hein, c'est important de bien suivre l'énoncé parce que c'est des tests automatisés. Ça veut dire qu'il faut absolument qu'on aille exactement les mêmes nombres de fonctions. Il faut avoir le bon nombre de paramètres, mettre les paramètres dans le même ordre qui sont donnés. Le nom des paramètres, ça n'a pas d'importance. Puis que ça retourne la bonne information comme c'est demandé. Fait que ce que je vous conseille personnellement, c'est d'avoir une version fonctionnelle si possible lundi. Comme ça, s'il y a certains tests qui ne fonctionnent pas, vous allez pouvoir vous concentrer là-dessus puis me poser des questions sur les dernières accroches de fonctionnalité par rapport au test. Alright. Fait qu'on se lance dans notre matière de la journée. Les matrices et les tableaux de multiples dimensions. Donc, jusqu'à présent, on a vu le principe de tableau de une dimension. Donc, on s'était dit, c'est pas un problème, on est capable de faire, admettons, un tableau qui va utiliser les accolades. Puis, à l'intérieur, on pouvait mettre différentes valeurs, toujours des valeurs du même type, hein, par contre. Hein, donc, ici, j'utilise toutes des valeurs numériques et de type double. Puis, ça me crée un tableau qui est représenté entre crochets avec les différentes valeurs. On peut voir ici que c'est un tableau de 1 par 4. Hein, donc ici, c'est une ligne, 4 colonnes. On peut le voir représenté ainsi. Puis à partir de ça, on est capable d'aller chercher les différentes valeurs à l'intérieur en utilisant les parenthèses et un indice. Donc un indice, c'est en gros le numéro de la case. Le numéro de la case, okay, c'est automatiquement créé. La première case, c'est la case numéro 1. Puis après ça, ça l'incrémente de 1 à chaque fois. Fait que si je m'en vais chercher la case numéro 3, ça va chercher cette valeur-là. Là, ici, j'avais mis la même valeur, c'est un peu plate. On va la changer, comme ça, on va pouvoir voir le résultat qui change. Si je peux utiliser la sélection d'une case, autant en lecture, pour aller chercher de l'information, qu'en écriture, pour aller y déposer de l'information, pour être capable de travailler avec. Les tableaux sont dynamiques, ça veut dire que si je rajoute des choses, mettons, on va tout de suite y aller à 7, dans une case qui n'existe pas, MATLAB dit pas de problème, je étends le tableau parce que les cases numérotées sont obligées d'être contiguës, ça veut dire que tu es obligé d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tu n'as pas le droit d'avoir comme une case vide entre les deux. Puis on peut voir ici que ça l'a mis la valeur, puis ça l'a mis les valeurs nulles entre les deux. La semaine passée, on a vu, puis on a travaillé avec les chaînes de caractères qui étaient aussi des tableaux de une dimension. C'est juste qu'à la place d'avoir des valeurs numériques à l'intérieur de chacune des cases, on avait des caractères textuels. Fait que jusque-là, ça va bien. On peut aussi, le tableau est dynamique dans les deux sens. On peut aussi prendre une case quelconque et décider que cette case-là devient vide en mettant un tableau vide. Puis, qu'est-ce qui arrive? Ben, la case 1, 2, 3, 4, 5, cette case-là est détruite.
Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le restant des cases se tassent pour venir prendre la place. Donc, les numéros de cases restent contigus. On a maintenant les 1, 2, 3, 4, 5, 6e cases qui sont capables de travailler. Fait qu'on a un tableau de une dimension en passant aussi, si on crée des tableaux, on avait vu qu'on peut mettre des espaces ou sinon de mettre des virgules a le même comportement. En fait, tu peux utiliser des virgules ou des espaces. Tu peux même mélanger les deux ensemble, quoique c'est vraiment pas conseillé, là. Hein, ça porte beaucoup plus à confusion, mais le principe, c'est que si c'est une virgule, si c'est un espace, pour lui, c'est une séparation de colonnes. Fait que ça va très bien, on est capable d'avoir des collections d'informations, des tableaux d'une dimension, mais souvent, on va avoir des tableaux qui vont avoir besoin d'être indexés avec des éléments de plus qu'une seule dimension. Donc, le principe de matrice, hein, puis c'est de là que vient le nom de MATLAB, hein, c'est Matrix Laboratory. Donc, pour MATLAB, les matrices, c'est vraiment une seconde nature. La majorité des fonctions sont capables de travailler directement avec des matrices. On va voir qu'il y a même beaucoup de fonctions qu'on a utilisées qui sont faites pour travailler avec des matrices qui travaillent avec ça. Fait que le principe, hein, de la matrice, c'est que c'est un tableau de 2 dimensions. À la place d'avoir juste une ligne avec plusieurs colonnes, on va avoir plusieurs lignes et plusieurs colonnes. Ici, un des éléments importants à comprendre, qui est une limitation de MATLAB, c'est que c'est une matrice qui est mathématique. Ce que ça implique, ça, c'est que la matrice doit rester rectangulaire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que pour chaque ligne, on doit avoir le même nombre de colonnes, puis pour chaque colonne, on peut avoir le même nombre de lignes. Fait que si je donne une matrice rapide, là, on va voir tantôt comment ça fonctionne. Je vais le mettre 4, comme ça va fitter dedans. Donc ici, j'ai une matrice de 4 par 4. Hein? Donc on peut voir que pour chaque ligne, j'ai autant de colonnes, puis pour chaque colonne, j'ai autant de lignes. Attends. Puis on va la mettre pas la même ligne, on va dire 5, 3, juste pour bien comprendre. Donc on a 3 colonnes, 5 lignes, puis chacune de ces cases-là a une information à l'intérieur. Donc, quand on dit que la matrice doit rester rectangulaire, ça veut dire que je n'ai pas le droit de, mettons, juste déliter cette valeur-là. J'ai le droit de la mettre à 0, mais je n'ai pas le droit de l'enlever du tableau. Donc, quand j'ai un tableau de plusieurs dimensions, il faut que ça reste rectangulaire, okay, ou orthogonal, c'est-à-dire que toutes les valeurs doivent être remplies dans toutes les variantes de lignes et de colonnes. Le principe, c'est qu'on a quand même des indices pour être capable de se positionner à l'intérieur du tableau. Mais là, à la place d'avoir juste un indice qu'on avait avec le tableau de une dimension, on a maintenant, attention, drumroll, 2 indices, hein, pour être capable de se positionner dans la matrice. Là, ici, c'est quelque chose de différent par rapport à qu'est-ce que nous, on a une conception, là, particulièrement par rapport à nos connaissances mathématiques préalables, hein, qu'on a appris au secondaire, au cégep. La majorité des fois qu'on a travaillé avec des éléments de 2 dimensions, c'était avec des plans cartésiens, mais là, on travaille avec des matrices mathématiques. Puis les matrices mathématiques, quand on en parle, on va toujours représenter ça avec 2 informations, le numéro de ligne puis le numéro de la colonne. Donc, quand je travaille avec des matrices, je commence toujours à partir du point supérieur gauche, puis je vais aller chercher le numéro de ligne en premier. Donc, admettons ici, je veux aller chercher, puis là, quand je vais aller chercher, ça va être le même principe. J'ai le nom suivi de la ligne, puis là, je peux le voir même que dans MATLAB Online, ça m'aide. Ça va aller chercher le numéro de ligne, puis le numéro de la colonne. OK, donc en allant chercher ça, ça a été à la 3e ligne, 2e colonne, puis ça a été chercher cette valeur-là à l'intérieur du tableau. Donc, dans le verniculaire informatique,
OK, on va parler de I et J pour parler de la ligne et de la colonne. Puis M ou N, encore une fois, pour parler de la ligne et de la colonne. OK, faire attention ici, là, c'est dans l'ordre inverse alphabétique. Donc, avec toujours la ligne en premier, puis la colonne en deuxième. Donc, ça, c'est une convention. Tout le monde, ben, c'est la manière que les mathématiques ont été construites. Fait que c'est toujours la ligne en premier, la colonne en deuxième, en partant d'en haut à gauche, qu'on va aller travailler avec des représentations matricielles. OK, fait qu'on connaît les concepts de la matrice. On va aller voir comment les créer. Donc, on avait un paquet de fonctions de création qui sont toujours présentes. La dernière fois, on disait on voulait 1, quelque chose pour me donner un tableau de une dimension. Ben, le 1, c'est le nombre de lignes. Hein? Fait qu'on mettait 1 pour qu'on ait juste une ligne pour que ce soit un tableau de une dimension. Encore une fois, MATLAB est extrêmement intégré avec le concept de matrice. Il y a une variable, okay, c'est un tableau d'une dimension quelconque. Lui, il s'en fout. Que ce soit un scalaire, c'est juste une valeur. Que ce soit un tableau de une dimension, que ce soit un tableau de deux dimensions, tous ces éléments-là, okay, pour lui, c'est une variable. Il n'y a pas de problème avec ça. Fait que si je fais un 2 par 4, ben, lui va me créer un tableau avec des valeurs de 0, de 2 lignes, 4 colonnes. Même principe, si je fais avec la fonction ones, ok, ça va bien. Si je regarde, on a les fonctions rend et rand-i. Mettons que je regarde, là, voir comment est-ce que ça fonctionne derrière. On va maintenant être capable de mieux lire la documentation qui vient avec. Fait qu'on peut voir ici, hein, quand on utilise rand, il y a différentes possibilités d'appel. Hein, donc, on peut cliquer dessus pour aller voir c'est lesquels. Donc, si je dis rand avec un n, ça va me créer une matrice de n par n de nombres aléatoires. Donc, ici, les nombres aléatoires, c'est dans une distribution uniforme de 0,1. Là, ici, c'est des statistiques. Là, vous allez voir ça plus tard. Le principe, c'est que ça donne des chiffres entre 0 et 1. Puis, si j'utilise juste une valeur, ça va me donner une matrice carrée de n par n. C'est ça que j'ai fait il y a quelques instants. Hein? J'ai dit rand de, mettons, de 3. Ben, ça va me donner une 3 par 3. Donc, la majorité des fonctions de MATLAB sont conscientes que, ultimement, on veut souvent des matrices. On peut voir qu'on a d'autres versions. Donc, la deuxième version, c'est une liste de valeurs qui va retourner une matrice de SZ1, le premier paramètre, par 3 petits points, jusqu'à SZN. Fait qu'ici, ça dit, si on ne comprend pas trop ce qu'il dit, on peut le voir comme exemple. Si je marque rand de 3, 4, ça va retourner une 3 par 4. Hein? Puis quand ça dit une 3 par 4, le premier, c'est toujours les lignes. Le deuxième, c'est toujours les colonnes. Fait que 3 lignes, 4 colonnes. Si on le fait. Il faudrait que je mette les parenthèses. On a 3 lignes, 4 colonnes. En passant, si vous avez des tableaux qui sont trop grands pour MATLAB, ce qu'il va faire, c'est qu'il va l'afficher sur plusieurs lignes en indiquant les informations dans la fenêtre de commande. Okay? Donc, il est capable d'afficher des plus grandes affaires que qu'est-ce que le command window est capable de faire. Et que soyez pas surpris si vous voyez des choses comme ça apparaître. On peut voir après ça, hein, on a bien les éléments. En passant, si vous êtes dans le workspace, vous êtes en train de travailler, vous pouvez aussi double-cliquer sur un élément, puis l'élément va apparaître dans un éditeur de matrice. Donc, si vous voulez voir le contenu de la matrice, okay, il y a un éditeur de matrice qui est intégré à même MATLAB. On a ensuite la version manuelle. Donc, après ça, il y a d'autres fonctions. Il y a rand-i, il y en a un paquet d'autres fonctions qui permettent de créer des matrices de toutes pièces. Mais souvent, on va vouloir créer notre matrice de manière manuelle. Donc, en passant, j'utilise mat ou tab ou
ainsi de suite. C'est moi qui décide de ces noms de variables-là. Hein. J'aurais pu l'appeler patate, banane, maison. Donc, on avait vu qu'on avait les espaces ou les virgules qui me permettaient de faire des sauts de colonnes. Ben, on va avoir le point-virgule qui va me permettre de faire des sauts de ligne. Fait ici, j'ai, mettons, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que je peux voir ici, je commence à mon point en haut à gauche. Je dis saute une ligne, marque 2. Saute une ligne, marque 3. Pardon. J'ai dit 1, saute une colonne, hein, virgule, saute une colonne. Pardonnez-moi. 2, saute une colonne. 3, on est rendu là. Et là, J saute une ligne. Fait que là, il va aller à la prochaine ligne, puis lui va aller commencer à écrire les informations sur la prochaine ligne. Encore une fois, virgule, saute colonne, puis on a la fin de notre matrice. Ici, on va voir notre premier élément qui nous disait on a besoin que la matrice soit rectangulaire. Fait qu'ici, si j'essaye de faire, mettons, le 1, 2, 3, et après ça, je dis juste 5, 6 pour ma deuxième ligne. Ben là, il va dire les dimensions de la concaténation. La concaténation, c'est de coller des affaires ensemble pour créer des plus grosses affaires. Là. Donc, les dimensions ne sont pas consistantes. Hein, tu m'as fait une ligne de 3 colonnes, puis tu m'as fait une deuxième ligne de 2 colonnes. Moi, je ne suis pas capable de dealer avec ça. Je te génère une erreur. Donc, c'est important de bien avoir des matrices qui sont rectangulaires. Comme pour les virgules, on a aussi la possibilité d'avoir un deuxième élément qui va nous faire des sauts de ligne. Hein? Donc, avec les matrices, on pouvait mettre des espaces directement pour avoir les matrices. Attends que je fais ça comme ça. Quand je travaille avec des sauts de ligne, quelque chose qui est complètement différent de toutes les autres choses qu'on a fait jusqu'à date, quand on est en train de travailler avec l'ouverture d'un tableau manuel, je peux cliquer sur Enter. Puis, il ne va pas essayer d'exécuter l'instruction immédiatement. Donc, quand je fais un saut de ligne, littéral dans mon command window ou dans mes scripts ou dans mes fonctions, ben, ça va faire un saut de ligne dans la matrice aussi. Puis quand je vais terminer le tableau, lui, il va détecter que j'ai terminé l'utilisation du tableau, puis il va construire la matrice manuelle que j'ai demandée. Je peux avoir comme un mix des deux, si ça m'enchante. Donc, un peu comme pour les virgules, c'est pas conseillé, là. On essaie de garder une forme possible, mais je peux très bien avoir quelque chose comme ça qui va me donner le même tableau. Donc, je peux utiliser soit les points-virgules, soit les sauts de ligne pour être capable de faire des sauts de ligne. Encore une fois, ici, c'est seulement pour prouver qu'on peut. C'est pas parce qu'on veut. Donc, utiliser une version ou l'autre d'affichage pour augmenter la lisibilité de notre code. Les virgules sont utilisées pour les sauts de colonnes. Donc, la virgule permet de bien spécifier qu'entre cette valeur-là et cette valeur-là, il y a un saut de colonne. C'est vraiment ça que ça sert. C'est particulièrement utile si tu veux avoir des expressions à l'intérieur du tableau. Fait qu'admettons ici, on a, pour bien comme les représenter. Hein? Fait que si je décide d'avoir un tableau, où c'est que c'est 1 plus 2. Bon. D'accord, MATLAB Online. J'ai écrit des choses illégales. Mais mettons qu'on va avoir dans la première case une expression comme le 1 plus 2. 1 plus 2. Puis après ça, je vais avoir d'autres valeurs. Ça va être beaucoup plus visible de le voir avec la virgule qu'avec un espace.
particulièrement si je commence à espacer mes opérations. Tu sais, je peux quand même le faire. Là. Ça marche quand même, mais je pense qu'on peut tous être d'accord que ça ici, là, ça peut facilement porter à confusion. Mais avec la virgule, c'est beaucoup plus lisible de voir qu'est-ce qui se passe. Alright. Donc, ensuite, comme pour les tableaux de une dimension, quand on travaille avec les matrices, on va utiliser la fonction isEqual qui va me permettre de faire des comparaisons d'égalité. Donc, admettons ici, j'ai quand je veux faire une comparaison d'égalité, je ne veux pas avoir à faire ça directement. Okay? Parce qu'admettons que ce n'est pas de la même dimension, ça va juste me donner une erreur. Okay? Si c'est de la même dimension, mais que les valeurs ne sont pas égales, lui, ce qu'il va faire, c'est une comparaison case par case, qui va me retourner un tableau de valeurs logiques par rapport aux comparaisons. Moi, si je veux juste comparer est-ce que 1 est égal à l'autre, je peux utiliser le isEqual, puis là, je peux comparer le 3,9 ou 3,8, mettons. Oups, j'ai oublié ma parenthèse. Puis lui va juste dire, sont pas de la même taille, c'est sûr que c'est pas la même. Puis s'ils sont de même taille, il va regarder chacun des éléments un à un pour être sûr que c'est les mêmes. Puis c'est seulement si toutes les valeurs sont égales que ça va me redonner le logical 1. Donc le isEqual est utilisé pour comparer des matrices, en fait de tous les tableaux, de plus que juste une valeur. Donc, on a vu le principe d'accès avec deux cases, une fois qu'on a une matrice. Ici, on a dit math, mettons 2 par 3. C'est pas ça que je vais écrire. Je vais écrire n est égal à math. Non, je vais écrire math est égal à n, voyons. OK. Fait qu'on a une matrice qui a des valeurs random à l'intérieur. Je veux aller accéder à un de ces éléments. Je peux utiliser le numéro de ligne, le numéro de colonne, pour être capable d'aller chercher la ligne 2, la colonne 1, qui est cet élément-là. Qu'est-ce qui est intéressant avec les matrices, c'est qu'on n'a pas besoin d'utiliser deux éléments. Fait que si je décide de juste faire math 1, ça va aller me sélectionner la première valeur. Fait que là, la question, qu'est-ce qui arrive si je mets math 2 pour aller chercher la deuxième valeur? Il va aller me chercher la progression en ligne en premier, parce que c'est ligne-colonne, fait qu'on parcourt les lignes en premier. Puis si j'essaye d'aller chercher math 3, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, une fois qu'il a été cherché, celle-là c'est 1, celle-là c'est 2, il n'y en a plus ici, ben, il va aller chercher la prochaine colonne, donc le math 3, et effectivement le 12.1270. OK? Donc, quand on travaille avec les matrices, on peut utiliser un ou deux indices, habituellement deux, là, mais parfois, ça va être intéressant de juste en utiliser un pour juste parcourir sans savoir l'information de où on est rendu. Il y a une panoplie de fonctions qui va venir avec l'utilisation de matrices. La première, numel fonctionne encore, mais numel, oups, je n'ai pas marqué numel, parce que c'est math, blablabla. Et math ici, ouais. Fait que numel de math va me donner le nombre d'éléments. Numel, c'est number of elements, le nombre d'éléments. Donc, ça ici, ça va me donner juste le nombre de cases. Souvent, ce que je vais vouloir avoir, c'est pas le nombre de cases, ça va être la taille du tableau. Donc, il y a combien de lignes, il y a combien de colonnes. Fait qu'on va avoir une nouvelle fonction qui est size, pour avoir la taille. Fait que size, tout seul, avec juste comme paramètre d'entrée, la matrice que je veux regarder, va me retourner les dimensions
la taille de chacune des dimensions. Fait que la taille de chacune des dimensions, comment je fais pour savoir dans quel ordre ils vont arriver? Hein, ben, comme je l'ai dit, c'est toujours ligne, colonne. Fait que la première information, ça va être le nombre de lignes. La deuxième information, ça va être le nombre de colonnes. On peut voir ici que ça me retourne un tableau d'informations, un tableau de une dimension avec deux valeurs à l'intérieur, hein, qui est 2 et 3. Souvent, on va vouloir juste aller chercher soit le nombre de lignes, soit le nombre de colonnes. Fait que size me donne une deuxième version d'appel qui me permet d'aller sélectionner le numéro de la dimension que je veux aller chercher. Qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire, donne-moi, bon, on va regarder la taille de ma matrice, mais donne-moi juste la taille de la première dimension. Donc, la taille de la première dimension, c'est 1. Hein, c'est le nombre de lignes. Puis après ça, on a le deuxième qui est la taille des colonnes. Donnez-moi juste un petit instant, je reviens. Oui, pardon. Les réalités du travail à la maison. Alright. Fait qu'on était rendu à regarder notre taille de tableau avec la fonction size. On avait la version qui me donne toutes les tailles des différentes dimensions. Puis on avait les versions qui me donnaient juste la taille spécifique d'une dimension. La première dimension, c'est toujours considéré comme étant les lignes. La deuxième dimension, c'est toujours considéré comme étant les colonnes. Excellent. Autre chose. Souvent, on va vouloir travailler avec plusieurs informations d'une même ligne ou d'une même colonne. Donc, il va être possible, avec MATLAB, de sélectionner une ligne complète d'un seul coup. Donc, quand je sélectionne mes différents éléments, je peux aller sélectionner, admettons, la ligne 2. Mais si je veux aller sélectionner toutes les colonnes de la ligne 2, je peux utiliser l'opérateur 2 points. Donc, l'opérateur 2 points va me sélectionner toutes les valeurs possibles de cette dimension-là. Qu'est-ce que ça implique ici? Ça veut dire, je veux la ligne 2 et je veux toutes les colonnes de la ligne 2. Fait qu'on peut voir ici, ça va me chercher ma deuxième ligne à l'intérieur. Un autre élément qui est souvent intéressant, donc si, admettons, je veux aller sélectionner dans ma première ligne, la dernière colonne, mais je ne sais pas il y a combien de colonnes. Ce que je pourrais écrire, c'est faire mat de ma première ligne, puis je vais aller chercher la dernière colonne, mais je ne sais pas il y en a combien de colonnes. Fait que je pourrais faire 16 de mat,2, hein, qui me donnerait le nombre de colonnes, puis qui me permettrait d'aller chercher la valeur de la dernière colonne. Hein, parce qu'on a vu que ça me donnait le nombre de colonnes. Hein, pour aller sélectionner la dernière, tu vas juste mettre le nombre de colonnes, ça va aller chercher la dernière. Mais il y a une version alternative, okay, qui est juste un raccourci syntaxique. Donc, c'est juste un mot-clé qui fait exactement la même chose que ça. Fait que je peux utiliser le mot-clé end comme indice. Puis le mot-clé end va aller chercher la dernière valeur possible de cette dimension-là. Fait qu'ici, juste pour penser à notre compréhension un petit peu, j'ai ma matrice, ok, il y a 2 par 3. Qu'est-ce qui arrive si j'écris mat de end? Qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va aller chercher cette valeur-là, hein? Parce que quand j'ai juste un indice, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va aller regarder les lignes en premier, les colonnes après, puis après ça, là, il a fini.
ben ça c'est donc la dernière valeur, c'est celui qui est comme le plus en bas à droite, ok? À la dernière ligne et la dernière colonne. Super! Donc après ça, de la même manière qu'avec les tableaux de une dimension, on a utilisé les boucles for pour être capable de parcourir mon tableau de une dimension. On va utiliser le même principe, mais cette fois-ci, puisqu'on a des lignes et des colonnes, on va utiliser deux boucles for imbriquées l'une dans l'autre pour regarder qu'est-ce qui se passe. Fait que, on va ici se créer une petite fonction qui va juste utiliser ce qu'on vient de voir. OK. Fait qu'on peut voir ici, cette fonction-là, j'y envoie ma matrice. La matrice, comment est-ce que ça va fonctionner? On va prendre des points d'arrêt pour bien voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Fait que le principe, c'est qu'on va avoir deux book for imbriqués. Comment est-ce que ça va fonctionner des book for imbriqués? Ben, on va avoir... on va sortir notre éditeur. On va faire en sorte qu'on peut voir qu'est-ce qui se passe. Fait qu'on commence, on a notre première initialisation qui nous dit j'ai 1 puis 1 avec mon J. Et après ça, il va faire l'instruction. Là, en ce moment, je fais juste un appel directement de la valeur qui va l'afficher dans la fenêtre de commande. Là, le principe, c'est que dépendamment de ce qu'on est en train de faire, il faudrait calculer, trouver des sommes, calculer des choses, des conditionnels, plein de choses. C'est la version générale qu'on voit en ce moment. Donc, on va avoir le I puis le J qui commence à 1, fait que ça va aller chercher quelle case dans ce cas-là? La case 1-1 qui est ici. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je tombe sur notre première boucle, notre boucle interne, celle avec le J. Ben, c'est celle-là ici qui va faire une première itération. Donc, on est pogné dans cette boucle-là. Il faut terminer cette boucle-là. Cette boucle-là, comment elle marche? Ben, le J, on avait dit que c'était les colonnes. Fait qu'il va aller de 1 jusqu'à la taille de mes colonnes. En ce moment, c'est un 2 par 3. Là, fait qu'il y a 3 colonnes. Fait que le J il va aller de 1 à 3. Fait qu'est-ce qui se passe? Le J change, mais pas le I. Parce qu'on est en ce moment à l'intérieur de cette boucle-là. Fait qu'on est rendu à notre comme deuxième itération totale. Puis notre deuxième itération, qu'est-ce qu'elle va aller regarder? Elle va aller regarder le IJ 1, 2. Donc, ça va aller regarder la ligne 1, colonne 2. Fait que, premier coup, c'était 1, 1. Là, on est rendu à 1, 2. Fait qu'on voit que ça l'a avancé d'une colonne. Ensuite, je refais mon élément. Je suis encore dans ma boucle interne avec le J, parce que j'ai pas fini. Nous autres, il faut aller de 1 à 3. Ben là, je suis rendu à 3. Fait qu'est-ce qui va se passer? Mon I il est à 1, mon J il est à 3. Donc, je vais aller de 1, 3. Je tombe sur ce dernier élément-là à la fin de ma matrice. Là, ici, c'est là que c'est intéressant. Parce que quand j'ai fini avec ma boucle interne, j'ai été de 1 à 3, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va aller travailler avec la deuxième boucle, la boucle externe, qui, elle, était à 1 en ce moment. Fait que là, je vais faire la deuxième itération de ma boucle externe, qui va faire en sorte que mon I va passer de 1 à 2. Notre I passe de 1 à 2. Puis, qu'est-ce qui se passe une fois que j'ai passé mon I de 1 à 2? Ben, je répète cette boucle-là. Fait que je remets mon J à sa valeur initiale, je remets mon J à 1, puis le J va itérer de 1 à 3. Fait que, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, je suis à 2, mais j'ai reset mon J à 1. Fait que je suis rendu à aller regarder cette case-là ici. Fait que je peux voir que j'ai commencé avec mon 1-1. Là, c'est mon J à mon deuxième élément qui bougeait. Fait que j'ai
eu mon J à 2, j'ai eu mon J à 3. Une fois que j'ai fait mon J1, 2, 3, je change mon I puis je reset mon J. Fait que là, je passe de 2, 1. Puis après ça, on va avoir 2, 2. Puis après ça, on va avoir 2, 3. C'est ce qu'on va voir ici. Donc, on a ensuite 2, 2. On a ensuite 2, 3. Puis une fois qu'on a passé à travers tout ça, on a terminé notre fonction, OK, qui nous permet de continuer normalement notre programme. Fait qu'ici, des boucles imbriquées, hein, ça va faire en sorte que cette boucle-là se fait tant de fois. Donc, je parcours chacune des colonnes pour chaque ligne. Fait que ça va me permettre de parcourir chacune des cases de ma matrice sans problème. Donc, à chaque fois qu'on va vouloir utiliser des valeurs à l'intérieur d'une matrice, il faut toujours penser à des boucles. Si c'est un tableau de une dimension, c'est une seule boucle avec un numel. Si on a une matrice, un tableau de 2 dimensions, c'est synonyme matrice, tableau de 2 dimensions, on va avoir 2 boucles imbriquées l'une dans l'autre, puis on utilise la taille de la matrice pour savoir il y a combien de lignes, puis pour savoir il y a combien de colonnes. Super. Donc, encore une fois, il y a des exercices à faire. Je vais vous laisser les faire après dans la période de cours. On va les corriger ensemble durant la période de laboratoire. Alright. Donc, les matrices sont dynamiques. Alors, on va faire un petit clear pour mieux voir. Donc, on a encore notre matrice. Les matrices restent dynamiques. Ça veut dire que je peux venir ajouter des éléments dans ma matrice sans problème. Fait que si je rajoute quelque chose, admettons, à la ligne 3, colonne 2, ben lui, il va venir ajouter quelque chose à la ligne 3, colonne 2 qui n'existait pas auparavant, hein, donc il crée la case, c'est pas un problème. Mais puisqu'il faut respecter notre règle initiale en disant que notre matrice doit rester rectangulaire, ben ça va créer des cases additionnelles qui va permettre de garder la rectangularité de la matrice. Là, par contre, quand on va travailler avec la suppression d'éléments, ça va être un petit peu plus problématique. Parce que on avait dit que je peux, mettons, déliter, mettons, je veux déliter la case du milieu. OK, donc je veux déliter cette case-là. La problématique, c'est que si je fais ça, je vais briser ma règle fondamentale qui me dit que ma matrice doit être rectangulaire. Donc, pour la suppression d'informations, je n'ai pas le droit de juste supprimer une case dans une matrice de 2 dimensions. J'ai pas le droit, ça marche pas. Fait que si je veux supprimer quelque chose, il va falloir que je supprime d'un coup quelque chose qui va faire en sorte que la matrice va rester rectangulaire. Qu'est-ce que ça implique, ça? Ça implique que j'ai le droit de supprimer une ligne ou j'ai le droit de supprimer une colonne d'un coup. Comment je fais pour supprimer une colonne d'un coup? Ben, on a vu qu'on peut sélectionner, hein? On avait dit que si j'utilise 2 points, ça me permet de sélectionner une ligne au complet. Puis en passant, si j'utilise ça comme source d'assignation, comme destination d'assignation, pardon, ça va modifier toutes ces cases-là. OK? Donc ici, j'ai dit, va à la ligne 2, va à toutes les colonnes, puis assigne-y 99. Fait que lui, il a fait pas de problème, j'assigne 99 à toutes les colonnes de la ligne 2. Ben, si à place d'assigner 99, je décide d'assigner carré, un tableau vide, ben, ça va supprimer les informations pour être capable d'avoir un tableau qui a une ligne de moins. Fait qu'on est quand même capable de supprimer des informations d'une matrice de 2 dimensions, mais il faut faire attention, on n'a pas le droit d'avoir quelque chose qui brise la rectangularité de la matrice. Donc, on est capable d'avoir des matrices de
une infinité de dimensions. Hein? Donc, si on regardait tantôt avec rand-i, là, avec rand, hein? On avait rand qui me donnait une n par n, mais on avait le size, puis il y avait 3 petits points. Avec les 3 petits points, en gros, ça nous dit, je peux avoir une infinité d'éléments. Là. Fait que si je fais rand, puis j'ai dit, je veux avoir 2 lignes, mettons 3 lignes, 4 colonnes, puis 2 profondeurs. Hein, donc, dans notre tête, là, on a 3 lignes, 4 colonnes, puis là, on va rajouter une profondeur, du 3D. Là. Bon, évidemment, graphiquement parlant, on n'est pas capable de représenter ça dans une fenêtre de commande. Hein? Fait que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va nous dire, voici toutes les lignes, toutes les colonnes, hein, le 2 points, c'est ligne et colonne complète, de la profondeur 1. Hein? Fait que c'est comme notre première tranche. On a les informations qu'il a générées. Toutes les lignes, toutes les colonnes de notre profondeur 2. Voici toutes les informations qui ont été générées à l'arrière. Fait que ça me permet de bien représenter les différentes informations à l'intérieur de mes matrices de plusieurs dimensions. Puis, ici, on peut avoir autant de dimensions qu'on veut, là. OK? Donc ici, je viens de faire une matrice de 1, 2, 3, 4, 5 dimensions. OK? Il n'y a pas de représentation dans notre tête qu'on peut avoir, mais mathématiquement, c'est pas un problème. Fait que, à partir de là, ben là, il nous donne comme toutes les versions possibles de cette dimensionnalité-là. Dans le cours, pour des raisons plutôt pratico-pratiques, on va habituellement se garder à des tableaux de 2 dimensions, c'est plus facile à afficher, ou sinon des représentations 3D pour que ça reste dans les possibilités de garder ça dans notre cerveau puis de ne pas se faire exploser par rapport à la compréhension. Donc, on sait que MATLAB est capable de traiter de tableaux d'une infinité de dimensions, mais nous, on va habituellement se réserver à 2 ou 3 dimensions. Excellent. Il y a un dernier élément que je veux vous parler. Donc, quand on travaille avec des matrices ce qu'on appelle des matrices creuses. Donc, c'est quoi le principe d'une matrice creuse? Pas la meilleure, on va dire, mettons 5. Ouais. Fait qu'une matrice creuse, son principe, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont nuls, donc qui existent, mais ils sont à 0. Donc, beaucoup d'éléments qui sont creux, c'est ça le principe. Puis, les informations pertinentes sont peu réparties dans la matrice. La problématique de ça, c'est que si on a des matrices très grandes avec beaucoup de cases, mais peu d'informations, ça devient un problème logistique pour l'ordinateur. Donc, admettons ici, je vais me faire une matrice, puis on va aller voir une version, en anglais, c'est les sparse matrix. Donc, le principe de la matrice creuse, on va le voir ici, on va se créer donc une matrice de 10 000 par 10 000. Donc si je m'envoie cette affaire-là, là, la I, ça me fait une diagonale de 1. Fait que le principe ici, c'est seulement la diagonale de 1 qui existe, mais toutes les autres cases, c'est des zéros. Fait qu'on a en ce moment comme 1 milliard-ish de cases, mais on en a juste 10 000 qui a de l'information à l'intérieur. Donc tout ça, c'est des zéros. Là, il est en train de le loader là, parce que ça prend beaucoup de place en mémoire. On va laisser faire. Le principe, c'est qu'on peut le regarder la taille que ça prend en mémoire. Fait qu'on peut voir ici que ça me prend à peu près genre
C'est des méga. Fait que ça prend à peu près comme 80 mégabytes. C'est quand même beaucoup pour une matrice. T'sais. Fait que le principe de la matrice creuse, en anglais le sparse matrix, ça va être de représenter les informations comme étant une liste d'éléments où il y a de l'information puis la valeur qui s'y rattache. Fait que lui, il me permet de faire ça automatiquement. OK, fait qu'on va l'appeler S. Fait que la fonction sparse me permet de convertir cette matrice-là en matrice juste pour voir le résultat. Là. OK? Si je regarde, cette matrice-là a 1% de la taille de la matrice initiale. C'est quand même une matrice 10 000 par 10 000. Là. OK? Toutes les fonctions mathématiques qui travaillent avec les matrices vont quand même fonctionner avec. Mais si je regarde comment elle fonctionne, ce qu'elle va me donner, à la place de me donner toutes les cases individuelles, ça va être une liste de où il y a de l'information, suivie de la valeur. Là, en ce moment, notre matrice a juste des 1 à l'intérieur. Là. Fait que à l'intérieur, on a juste ça. Fait que le principe... Ah, c'était 800 mégabytes en mémoire, là, presque 1 gig. Wouh! C'est rough, là. Fait que ici, avec ça, on a quelque chose qui est 0.25 mégabytes qui va éviter de remplir la mémoire de mon ordinateur. Donc, ça me permet d'avoir une version plus compacte. Hein? Dans le cas, encore une fois, le principe de matrice creuse, c'est que les différentes valeurs sont éparpillées dans la matrice. Ce qu'on va avoir, c'est des emplacements, une liste d'emplacements, puis une liste de valeurs qui s'y rattachent. Cette fonction-là est capable d'être utilisée de différentes manières, donc on peut juste convertir une grosse matrice, mais des fois, la matrice va tellement être grande que ça ne marchera même pas, on ne sera même pas capable de la déclarer initialement. Fait que ce qu'on est capable de faire, en fait, c'est donner les listes d'éléments. OK? Fait qu'on peut donner des valeurs, OK, de I, J et V. Donc, I et J, c'est quoi? Ben là, on se souvient, hein, par convention, I, c'est des valeurs de ligne, J, c'est des valeurs de colonne, puis là, V, ben, c'est des valeurs de valeur, la valeur qui serait comme dans la case spécifique de la matrice. Fait que, on peut avoir ici un exemple là, où c'est que je dis, là, c'est la liste des chacune des informations. Fait que la première case de chacun de ces tableaux-là représente une information. Fait qu'à 900 par 900, j'ai la valeur 10. À 1000 par 1000, hein, donc à la ligne 1000, colonne 1000, j'ai la valeur 100. Puis la fonction sparse me permet d'envoyer ces blocs d'informations-là pour être capable de représenter la valeur d'une manière plus conviviale, okay? Qui va être beaucoup plus petite en mémoire. Mais après ça, toutes les autres fonctions derrière vont quand même fonctionner sans problème pour être capable de représenter ça comme étant une vraie matrice de 1500 par 1500 qu'on a dictée ici. Fait que ça ici, c'était juste la dernière parenthèse que je voulais donner sur les matrices creuses. Donc, ça va être utilisé si on a besoin d'avoir des très très grandes matrices avec peu d'informations à l'intérieur. Fait que ça fait le tour des différents éléments de matière d'aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, on a les différents exercices du cours à faire. Je peux comprendre ici si vous mettez ça de côté pour soit avancer votre premier travail pratique, soit commencer à faire les questions de révision de l'intra. Mais, comme d'habitude, je vais ouvrir les salles de dérivation pour que vous puissiez aller travailler à l'intérieur de celle-ci. Donc, moi, je réponds à n'importe quelle question. Puis, les exercices de cette semaine vont être corrigés à notre période de laboratoire de lundi. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on se quitte pour la soirée? Certainement. Bon, oui, c'est pas un problème. Oui.
Il est écrit en bleu. La suite ne devrait jamais écrire des choses en bleu. Attends, on va aller voir. Ici, tu parles de quel exemple spécifiquement là-dessus? Ouais, avec la validation. OK. Ici, avec la validation, on s'en va. Ici. On ouvre celui-là. Donc, l'air triangle avec la validation. Si j'essaye, donc ici, air triangle. Puis, si je mets des bonnes valeurs, tout va bien. OK, il n'y a pas de problème. Mais si je mets une valeur, mettons, négative. Oui. Donc, en gros, ça dit d'où est l'erreur. Comme ça, tu peux justement aller le voir. Voir que c'est la ligne 26 qui a fait arrêter le programme. Excellent. Oui, donc c'est ici. Ici, le principe. Premièrement, la petite vague, OK, le tilde, c'est pour travailler avec les valeurs logiques. OK, donc on avait vu qu'on a le true, on a le false qui sont des valeurs logiques. Puis si je veux faire l'inverse de ça, je peux utiliser le tilde pour faire en sorte d'avoir l'inverse d'une valeur logique. Fait que si j'ai fait l'inverse de vrai, ça me donne faux. Donc le tilde est pour l'inverse logique. Donc ici, ce que je veux dire, je dis, je veux m'assurer que c'est pas vide. Fait qu'on pourrait ici avoir une version équivalente, serait de dire que isEmpty est égal à false. Ce serait une version équivalente de ce que j'ai fait. Donc, je m'attends à ce que isEmpty soit égal à false, ou sinon, ce que je fais, c'est que je prends le résultat de isEmpty, puis je l'inverse. Fait que si c'est vide, si c'est pas vide, c'est false, mais moi je veux que ça soit true pour que ça passe à assert, fait que je l'inverse pour avoir la valeur que je veux. Est-ce que ça répond à ta question? Excellent. Est-ce qu'on a d'autres questions avant de... Oui. Il n'y a pas... Ici, la fonction isInteger va travailler avec les éléments qui sont ce qu'on appelle des int, okay, que nous, on ne travaille pas avec. Donc, on n'utilise pas cette fonction-là dans le cours, ni dans le TP, ni dans rien de qu'est-ce qu'on va faire durant cette session-ci. Si on veut vérifier qu'un nombre est un entier, okay, ce que je pense qui est la vraie question derrière, c'est pas cette méthode-là qu'on va utiliser. Non, c'est ça. Ici, le principe, c'est que c'est un autre type de données qui n'est pas des doubles, qui est un type spécifique. On va en parler quand on va travailler en fait avec la gestion des fichiers. Mais ici, le type integer puis le principe d'entier, okay, d'un nombre entier, ne sont pas directement liés. Ils sont juste liés un peu par la bande. Fait que je peux comprendre que ça portait à confusion. C'est une bonne question. Super! Donc, est-ce qu'on en a d'autres avant qu'on se lance? Ben oui, allons-y. Difficilement. OK? Donc, le principe, c'est que le mot, hein, la chaîne de caractères, est déjà un tableau. Hein? On a vu ça la semaine passée. Donc, les chaînes de caractères, quand. Attends, on va travailler avec ça. Donc, quand j'écris allô, hein, derrière, c'est un tableau de une ligne, 4 colonnes, dans lequel, dans la première case, il va y avoir le A, dans la deuxième case, le L et le O. Fait que si je veux essayer, mettons, de faire un tableau de mots, hein? Fait que, mettons, ici, je fais liste de mots, ben, je pourrais penser, OK, on vient de voir les différents... le saut de ligne, hein? Fait que je pourrais écrire, mettons, allô, puis là, je dis, OK, ben, c'est facile, j'ai juste à sauter de ligne, puis là, j'écris slu.
Là, je suis comme, cool, ça marche. La problématique ici vient avec la prémisse des matrices. Okay? Donc, quand on a travaillé avec les matrices, on s'était dit que les matrices, il faut qu'ils soient absolument rectangulaires. Qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que si j'essaie de faire ça, donc j'ai écrit SLU dans le langage verniculaire de manière complètement volontaire, parce que si j'essaie de faire ça, ça va essayer de créer une première ligne avec 4 colonnes, puis une deuxième ligne avec 5 colonnes. Puis là, il est comme, moi je suis pas capable de faire ça, je suis juste capable de faire des tableaux puis des matrices qui sont rectangulaires. Fait que d'utiliser les chaînes de caractères qui, comme on a vu la semaine passée, on ne peut pas en faire une liste de mots facilement. Là, par exemple, si vous êtes des fins finaux, puis vous allez voir, mettons, dans l'aide de MATLAB et ainsi de suite, il existe une deuxième version des chaînes de caractères qui, à la place d'utiliser des guillemets simples, va utiliser des guillemets doubles. Fait que ce qu'on n'a pas vu dans le cours, okay, puis que nous, on ne verra pas, parce que ça prend des connaissances des derniers cours pour revenir en arrière pour parler de ça. Fait que nous, on va vraiment juste travailler avec les chaînes de caractères en guillemets simples, puis qu'il y ait des tableaux de char. Mais on a la possibilité d'avoir, ici, des chaînes de caractères qui sont des objets informatiques, donc qui ont des propriétés, puis des méthodes, puis un paquet de règles qu'on va voir qui, ces règles-là, là, ça gère la troisième partie du cours au complet. Mais ça devient un blob d'informations. OK? Donc, si je fais pose un S, je peux voir que le type, ce qu'on appelle la classe, c'est un string. Puis c'est un par un, c'est un élément cette affaire-là, même si c'est une information qui est à l'intérieur. Fait que dans ce cas-là, si je me fais une liste de mots, je peux avoir à l'intérieur des objets de type string qui sont de tailles différentes, mais pour lui, ça devient un tableau de 2 objets à l'intérieur. Mais le principe d'objet, c'est pas quelque chose qu'on voit tout de suite, fait que c'est pas quelque chose que nous, on a regardé. C'est ça. Est-ce que ça répond à ta question? Excellent. Ouais. Habituellement, c'est pas. Tu devrais jamais devoir l'utiliser parce que display, ce que ça fait, c'est que ça l'affiche le contenu de l'information comme si tu avais comme mis quelque chose, pas de point-virgule. Habituellement, c'est pas la manière qu'on va vouloir afficher les choses. Habituellement, quand tu vas vouloir afficher des choses, ça va être dans un fprintf d'une manière beaucoup plus formatée. Fait que, comme, j'ai rien contre utiliser display, mais c'est hautement improbable que ce soit la vraie solution à ce qu'on demande. Excellent. Donc, on est bon avec ça. Est-ce qu'on a d'autres éléments pour aujourd'hui? On est prêt à aller travailler dans nos salles de dérivation. Comme d'habitude, je vous laisse aller dans vos salles respectives. Donc, on arrête notre enregistrement.